Le jour de cette commission appelle une table ronde sur l'éducation artistique et culturelle. Ça fait suite notamment à la demande du dernier bureau que nous avons tenu. L'éducation artistique et culturelle vise, on le sait, un double objectif: l'épanouissement des aptitudes individuelles et l'égalité d'accès à la culture. Elle favorise également la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation, deux thématiques sur lesquelles notre commission s'est penchée à de nombreuses reprises ces dernières années. L'éducation artistique et culturelle est une politique transversale qui concerne les enfants de l'élémentaire au lycée. Plusieurs initiatives ont été prises par les gouvernements successifs sans remonter à un historique ancien. Je citerai néanmoins la volonté de renforcer les dimensions artistiques et culturelles des projets d'école et d'établissement en 2007, le parcours d'éducation artistique et culturelle en 2013, ou encore la volonté affichée en 2017 du ministère de renforcer la place des arts et de la culture à l'école et de le lever au rang de ses priorités en complément des savoirs fondamentaux. Plus récemment a été créé le Pass Culture, sur lequel nous avons dans cette salle beaucoup travaillé, dont la part collective doit permettre de financer des projets culturels dans les établissements scolaires du secondaire. Nous aurons certainement l'occasion de revenir dans les questions sur le gel soudain fin janvier et l'état actuel du Pass Culture sur sa part collective. Le AC est par définition protéiforme. Je ne citerai que quelques-uns des programmes lancés par le ministère, souvent en partenariat avec les acteurs du monde culturel: Ma classe au cinéma, Orchestre à l'école, Lever les yeux dans le domaine du patrimoine, ou encore le développement des chorales. Ce foisonnement des programmes témoigne de la diversité du champ d'intervention de l'EAC, mais aussi interroge sur la manière dont elle est menée. Cette table ronde doit nous permettre de mieux cerner les objectifs de l'éducation artistique et culturelle, mais également les freins à sa mise en œuvre. Ainsi aussi, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois intervenants, en commençant par monsieur Emmanuel Etis. Vous êtes le délégué interministériel à l'éducation artistique et culturelle. Pourrez-vous, dans quelques instants, nous présenter la politique actuelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture pour la mise en œuvre de cette politique? Quelles mesures sont prises pour atteindre l'égal accès de tous les enfants à la culture? Le rapport de la Cour des comptes de février 2025 souligne ainsi que l'offre culturelle est très inégale et nettement plus limitée en milieu rural, voire en périurbain, et que les difficultés d'accès sont davantage dues à l'organisation générale insuffisante de l'éducation artistique et culturelle qu'à un manque de moyens. Par ailleurs, comment s'assurer de la pleine inclusion des élèves en situation de handicap dans ces programmes? J'indique que jusqu'il y a encore quelques mois, vous étiez recteur de l'Académie de Rennes. Nous sommes donc également intéressés par votre retour d'expérience dans la mise en œuvre concrète de l'EAC sur un territoire qui conserve une forte dimension rurale. Madame Julie Benetti, vous êtes la rectrice de l'Académie de Paris. Vous étiez auparavant rectrice de l'Académie de Créteil, territoire qui connaît de forts contrastes tant géographiques que sociaux, avec de nombreux élèves éloignés du monde culturel, territoire que je connais bien également, évidemment. Là aussi, votre expérience dans vos précédents postes nous intéresse. Vous êtes accompagnée de Madame Olivia Deroin, directrice académique aux arts et à la culture. Comment l'EAC se déploie-t-elle concrètement à l'échelle de l'Académie parisienne? Pouvez-vous faire un focus sur l'EAC dans les établissements scolaires de l'éducation prioritaire? En effet, malgré la richesse de l'offre culturelle et artistique de Paris, de nombreux élèves en restent éloignés. Le rapport de la Cour des comptes que j'évoquais tout à l'heure souligne que la place donnée à l'éducation artistique et culturelle est tributaire de la culture personnelle du professeur, faute de préparation professionnelle systématique. Au regard de ce constat, les enseignants bénéficient-ils de formations spécifiques ou d'outils à leur disposition? Enfin, monsieur Vincent Moisselin, vous êtes directeur du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Vous pourrez donc nous apporter le point de vue du partenaire artistique et nous dire comment les entreprises artistiques et culturelles sont associées à la mise en œuvre de l'EAC et à quelles difficultés éventuellement elles sont confrontées. Nous connaissons tous le contexte budgétaire actuel, mais ce n'est sans doute pas le seul frein. Nous y reviendrons.
Je vais maintenant vous laisser la parole pour un propos introductif de 5 à 7 minutes. Et puis après, bien sûr, nous échangerons avec toutes celles et tous ceux qui souhaiteront intervenir. Je ne doute pas qu'il y aura des questions. Je rappelle, pour terminer ce propos, que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion sur le site internet du Sénat. Monsieur Ettis, peut-être je vais commencer par vous donner la parole, monsieur le délégué interministériel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à vous toutes et à vous tous de votre accueil sur cette question fondamentale de l'éducation artistique et culturelle. Je crois que le titre de cette séance s'appelle « Quelle ambition pour l'éducation artistique et culturelle ?» Moi, je suis très content d'intervenir devant vous au Sénat parce que vous représentez les territoires et je pense que c'est l'un des plus puissants leviers territoriaux qui existent parce que l'éducation artistique et culturelle, par définition, est une politique qui se construit en partenariat. Elle ne saurait être le fait d'un ou d'un autre, mais de la manière dont on construit tous ensemble ce que nous souhaitons transmettre aux générations à venir. J'insiste sur ce mot parce que c'est, je pense, notre responsabilité collective de travailler politiquement à ce que nous souhaitons réellement transmettre. Est-ce qu'on a envie de transmettre, comme vous le disiez fort bien, Monsieur le Président, notre patrimoine, qu'il soit matériel, immatériel, dans quelles conditions, et pourquoi nous pensons que nous avons des choix à faire en direction de notre jeunesse, nos enfants. Je crois que c'est quelque chose d'éminemment important et évidemment c'est un levier qui associe toujours une politique partenariale puissante. Et vous mentionniez la problématique aussi financière. Ça ne marche en réalité que quand tous les acteurs sont réunis autour de la table pour pouvoir se dire, au fond, qu'est-ce qu'on choisit de transmettre. C'est vraiment, je pense, la clé de ce qu'est l'éducation artistique et culturelle. Je vais peut-être aller plus loin et vous dire aussi que c'est sans doute une des matrices de notre nation. J'insiste sur ce point parce que dans l'après-guerre, on voit bien combien des figures majeures en France, comme celle par exemple de Jean Vilar, avec son théâtre national populaire, va penser éminemment qu'il est très important que la culture soit fondatrice de la manière dont on se construit ensemble. Quand il va installer le Festival d'Avignon, je me souviens toujours que son propos, c'est de se dire, au fond, profitons des congés payés pour construire sur la Nationale 7, dans un lieu patrimonial, une réflexion à partir des textes de théâtre destinés aux citoyens. C'est à la fois magnifique, très beau, c'est une belle ambition. Et cette ambition, elle est de se dire aussi, voilà, notre pays doit se construire par son éducation populaire. En soi, l'éducation artistique et culturelle telle qu'on la nomme aujourd'hui est aussi une héritière de l'éducation populaire. En 1968, quand on met en place les lycées agricoles, c'est d'ailleurs un des premiers propos dans les lycées agricoles, et il va y avoir cette très jolie phrase qui consiste à dire « Proposons aux futurs jeunes agriculteurs de regarder par-dessus la haie ». Regarder par-dessus la haie, ça veut dire aussi leur proposer, et c'est toujours le cas aujourd'hui dans les lycées agricoles, une volonté très forte d'avoir une éducation aux arts et à la culture. Et c'est bien ce pari de l'éducation artistique et culturelle que nous faisons en France, d'autres pays le font aussi, d'autres manières, se dire l'apprentissage à l'art par l'art, les deux, c'est absolument fondamental. En ce sens, l'éducation artistique et culturelle, et c'est important de le rappeler aussi, est une éducation très innovante, Monsieur le Président, parce qu'elle repose sur 3 piliers. Le pilier de la connaissance, évidemment. On pense que connaître l'histoire des arts est très importante pour pouvoir accéder aux arts, pour pouvoir décoder un tableau, ou en tout cas connaître les codes qui vont avec. Le deuxième pilier étant celui de la pratique. Si vous avez en plus une pratique d'art plastique, vous comprenez pourquoi c'est important et comment les choses se sont faites. C'est éminemment essentiel. Et puis le troisième pilier est celui de la rencontre. Rencontrer un artiste, rencontrer une structure culturelle, voir comment cela fonctionne. C'est évidemment passionnant pour ancrer cette éducation artistique et culturelle qui peut donc accompagner nos enfants tout au long de l'année. On voit que ces 3 piliers sont tout à fait essentiels et en font en soi une éducation innovante. Imaginez que je reporte sur d'autres disciplines, le français par exemple, cette question des 3 piliers. Imaginez ce que seront les résultats ou ce que seraient les résultats si à la fois un enfant pratiquait l'écriture, connaissait les auteurs et en plus avait la chance d'en rencontrer. Ça change tout. Et c'est pareil pour les mathématiques. Rencontrer un mathématicien, c'est rare. C'est éminemment important pour pouvoir réussir toutes nos disciplines. En ce sens, je trouve que l'éducation artistique et culturelle, ancrée sur les territoires, permet de développer, déployer des dispositifs qui sont très importants. Alors depuis 2017,
un slogan a résonné de manière importante. Il fallait atteindre cet objectif posé politiquement du 100% éducation artistique et culturelle. Alors moi, je l'entends depuis toujours, depuis 2017, comme la résonance d'une politique publique. Parce que dès l'instant où c'est 100%, eh ben, c'est plus comme certains territoires, 20%, 5%, etc., etc. Le pourcentage d'ailleurs étant complexe à mesurer. Dès l'instant où on dit 100%, en fait, on fixe une échelle qui dit que ça doit toucher chaque élève et on en fait une politique prioritaire. Alors évidemment, ça pose les conditions, et c'est sans doute pour ça que nous sommes là aujourd'hui, les conditions de la réalisation d'une politique qui doit toucher l'ensemble des élèves sur tout le territoire, tout au long de la scolarité, et se dire au fond, est-ce qu'on a tous les moyens pour pouvoir relever ce défi, si nous pensons bien évidemment que ce défi reste essentiel, et la justification de ce défi doit être évidemment amenée. Alors beaucoup de choses ont été faites, évidemment, au plus haut niveau par la réorganisation aussi de nos ministères. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, une mission EAC a été créée au sein de la DGESCO, une mission également relevant des territoires au ministère de la Culture. Aujourd'hui, la délégation interministérielle pour pouvoir accompagner et coordonner ces réflexions, mais aussi des choses que les acteurs connaissent bien, l'application Adage sur laquelle on se réfère pour pouvoir à la fois voir et enregistrer nos projets. Évidemment, la part collective du Pass Culture, vous y faisiez mention tout à l'heure, tout cela est évidemment important. Il reste néanmoins de vrais défis à relever. D'abord, poursuivre le renforcement de l'éducation artistique et culturelle dès le premier degré. Très sincèrement, si vous avez des lectures sociologiques comme celle du livre de Bernard Lahire qui s'appelle « Enfance de classe », on peut imaginer effectivement que les codes culturels sont à acquérir au plus tôt si on veut effectivement réussir une éducation artistique et culturelle digne de ce nom. Et le plus tôt, ça commence aussi dans le premier degré, évidemment. Avoir des cibles privilégiées aussi pour nous, qui doivent être des accompagnements notamment des lycéens de la voie professionnelle, mais des territoires ultramarins. Insérer l'éducation artistique et culturelle au cœur des politiques de l'éducation prioritaire, de la ruralité, de l'inclusion, évidemment, vous y faisiez mention également, et relier sans doute l'éducation artistique et culturelle, parce qu'on voit bien ce sens qui est pris avec l'ensemble des savoirs fondamentaux. Moi, j'ai l'outrecuidance de penser que l'apprentissage de l'art fait partie des fondamentaux en tant que tel dès le plus jeune âge, et c'est aussi une manière de singulariser notre pays. Alors, je vous assure que c'est un très très beau défi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire en termes d'introduction, pour ne pas empiéter non plus sur les paroles de mes collègues. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le délégué. Madame la rectrice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je tiens à mon tour à vous remercier de nous avoir conviés, Madame de Rohan et moi-même, à cette table ronde autour de l'éducation artistique et culturelle. Éducation artistique et culturelle dont Emmanuel Etis, et j'ai grand bonheur à le retrouver à l'occasion de cette table ronde, a rappelé combien elle relevait à la fois d'une politique prioritaire du gouvernement, une politique interministérielle, mais également une politique partenariale qui mobilise autant les collectivités territoriales que l'ensemble finalement des acteurs du monde artistique et culturel. Bien évidemment, le ministère de l'Éducation nationale prend une part essentielle, décisive dans le déploiement de cette éducation artistique et culturelle. Et là aussi, Emmanuel Etis l'a rappelé, parce que en réalité, construire un parcours d'éducation artistique et culturelle pour tous nos élèves à tous les niveaux de leur scolarité est en réalité un levier d'apprentissage des savoirs, un levier d'éveil de nos élèves, d'ouverture au monde et aux autres, de réduction des inégalités, et je dirais très simplement d'apprentissage du beau et du sensible, et l'on sait combien il est important que nos élèves puissent y être sensibilisés et formés. Vous m'avez conviée en tant que rectrice de l'Académie de Paris, Monsieur le Président. Vous avez bien voulu rappeler que j'avais été auparavant rectrice de l'Académie de Créteil, mais j'ai également été rectrice de l'Académie de Corse, si bien que je mesure les contraintes qui peuvent évidemment être celles d'un territoire rural et enclavé. S'agissant de l'Académie de Paris, je voudrais signaler que peut-être elle s'inscrit, alors Emmanuel Etis me disait tout à l'heure
de façon singulière, en tous les cas quelque peu à part dans le paysage national de l'éducation artistique et culturelle, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et cela va de soi, mais peut-être est-ce que ça va mieux en le disant, une offre culturelle exceptionnelle à l'échelle de Paris. La densité également du réseau de transport, et puis le partenariat avec la ville de Paris qui, comme vous le savez, dispose de son propre corps de professeurs dans le champ de l'éducation artistique et culturelle. J'ajoute que l'Académie de Paris est une académie monodépartementale et que dans ces conditions, le pilotage de l'éducation artistique et culturelle est depuis 2021 intégralement confié à la direction académique aux arts et à la culture, ce qui permet naturellement d'assurer la plus grande cohérence de la politique académique en concertation avec les DAZEN et l'ensemble des inspecteurs, tant du premier que du second degré. Peut-être, et simplement à titre liminaire, deux principaux constats sur le déploiement de la politique de l'éducation artistique et culturelle telle qu'elle se déploie dans l'Académie de Paris. Un premier constat, très simplement, le fait que les moyens déployés pour l'éducation artistique et culturelle sont des moyens importants. Des moyens importants et stables, puisque en moyenne, depuis 2021, l'Académie de Paris a consacré chaque année un peu plus d'1,5 million d'euros à l'éducation artistique et culturelle, hors part collectif du Pass Culture. Et par ailleurs, la ville de Paris, mais également la DRAC en Île-de-France, maintiennent leurs investissements s'agissant de cette politique de l'éducation artistique et culturelle. Les dépenses de l'éducation nationale pour l'éducation artistique et culturelle parisien ont été stables, je vous le disais, entre 2020 et 2024, et même, on pourrait dire, ont globalement augmenté avec une évolution assez diverse, je veux aussi le signaler, puisque la priorité et l'accent mis sur le premier degré, qui, comme vous le savez, ne bénéficie pas du Pass Culture, nous a amené à augmenter de façon significative les dépenses au titre du programme 140, c'est-à-dire au titre des financements des actions d'éducation artistique et culturelle dans le premier degré. Nous avons également fait le choix à Paris de maintenir constants les moyens en ressources humaines qui sont fondamentaux pour la politique de l'éducation artistique et culturelle. Nous avons 38 professeurs relais qui sont placés dans 31 structures culturelles parisiennes et qui, étant placés au sein même, au cœur de ces institutions, permettent finalement de faciliter grandement le montage de projets d'envergure, mais qui sont également des leviers très importants pour nos actions de formation de nos professeurs. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président. Nous avons 2200 professeurs chaque année qui sont formés à Paris à l'éducation artistique et culturelle. Deuxième constat, cette politique d'éducation artistique et culturelle très ambitieuse, et c'est l'enjeu même de cette table ronde, peut néanmoins être encore améliorée s'agissant de l'Académie. Emmanuel Etis le rappelait, l'objectif fixé est celui du 100% EAC, de la maternelle et à la terminale. Aujourd'hui, à Paris, nous avons un peu plus de 150 000 élèves qui ont bénéficié d'une action pour l'année scolaire en cours, l'année 2024-2025. Cela représente 52% des élèves parisiens, soit un peu moins que la moyenne nationale telle qu'établie par la Cour des comptes. Je veux ici peut-être apporter deux précisions à l'attention des membres de la Commission. D'abord, et cela a été rappelé, il y a désormais une application uniformisée nationale, ADAGE, qui permet de recenser l'ensemble des actions d'éducation artistique et culturelle. Nous savons que cette application n'est pas renseignée à hauteur de toutes les actions conduites, notamment dans le premier degré. Et en particulier, dans les écoles, il y a des actions qui sont des actions qui peuvent être ponctuelles ou des actions qui sont conduites sans financement spécifique et que les écoles ne renseignent pas nécessairement sur l'application ADAGE. Donc il y a à l'évidence un décalage entre le taux affiché et la réalité, la diversité, la richesse des actions conduites dans le cadre de l'EASC. Par ailleurs, lorsque l'on décompte une action sur ADAGE, une même action peut à la fois correspondre, je dirais, à une simple visite
d'élèves d'un musée, mais également un programme annuel de 20 heures qui serait mené avec un partenaire. Et donc, vous voyez que d'une certaine façon, l'approche quantitative, une fois encore, doit être complétée d'une approche qui soit davantage qualitative quant aux actions qui sont menées. Et le choix a été fait, bien évidemment, de privilégier la qualité en évitant le saupoudrage des moyens et des actions. Et en ce sens, à Paris, un effort particulier est déployé pour nos élèves de l'éducation prioritaire, nos élèves scolarisés en éducation prioritaire ou en éducation prioritaire renforcée, avec une grande partie de nos moyens qui sont orientés vers nos élèves de l'éducation prioritaire. C'est ainsi que depuis 2022, nous avons des jumelages sur 3 années qui sont établis entre des secteurs de l'éducation prioritaire de l'académie et des structures partenaires qui bénéficient de ces professeurs relais que j'évoquais tout à l'heure. Et ce sont ainsi 80 écoles et collèges qui ont été concernés en 2024-2025, avec par ailleurs des professeurs de ces réseaux d'éducation prioritaire qui sont formés à l'éducation artistique et culturelle en équipe, notamment dans le cadre de formations dites d'initiatives locales ou de formations qui sont déclinées localement. Peut-être d'un mot, pour ne pas être plus longue, la question du pass culture qui représente, vous le savez, un pan très important de la politique d'éducation artistique et culturelle. Pour le second degré à Paris, ce sont un peu plus de 2 millions d'euros qui ont été dépensés en part collective en 2024-2025. Et donc, il y a là, évidemment, un apport tout à fait significatif au financement des actions conduites pour nos collégiens et nos lycéens, avec une priorité qui a été donnée, s'agissant de l'Académie de Paris, au financement complémentaire des dispositifs regardés comme structurants pour notre académie, qu'il s'agisse des ateliers de pratique artistique, des jumelages, s'agissant des secteurs de l'éducation prioritaire, je l'évoquais à l'instant, ou des programmes d'excellence. Voilà, très rapidement brossé à titre liminaire et à grands traits les éléments de la politique de l'éducation artistique culturelle pour l'Académie de Paris. Merci. Vincent Moisselin, pour le Syndéac. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices. Monsieur le Président, d'abord un grand merci d'organiser cette discussion sur le cœur du sujet de l'éducation artistique et culturelle et de ne pas, nous ne sommes pas retombés dans le piège des débats périphériques et je trouve ça très important que le Sénat en soit à l'origine. Je voulais vraiment vous en remercier. Vous me posiez comme question dans le questionnaire que vous m'avez adressé, quelles étaient les raisons pour lesquelles les entreprises artistiques et culturelles, qui étaient le fondement un petit peu de leur engagement en ce domaine. Il y a 2 textes qui, pour nos entreprises, font vraiment référence et qui expliquent notre engagement. C'est d'une part la charte des missions de service public de 1998 de Catherine Trautmann, quand elle était ministre de la Culture, qui a vraiment apporté un élément assez novateur, créant tout un cadre qui légitimait, qui justifiait l'emploi de la subvention au service de l'intérêt général. Je pense que c'est très important d'avoir ce texte en tête. Et il y en a un deuxième qui, curieusement, n'a pas été explicitement cité par M. Ettis, ici présent, dont il a pourtant été le concepteur, qui est la charte de l'éducation artistique et culturelle. Tu y as fait référence, mais tu ne l'as pas cité. Alors, moi, je pense que c'est très important parce que les entreprises que je représente, qui sont à la fois des salles de spectacle, labellisées, pas labellisées, ou des compagnies, quel que soit le champ disciplinaire dans lequel elles interviennent en ayant en référence ces 2 éléments fondamentaux. Et l'éducation artistique et culturelle, pour les adhérents du Syndéac, mais au-delà, je représente un morceau, si j'ose dire, des entreprises du secteur, mais il y en a bien d'autres, et je pense à mes amis de l'USEP-SV, c'est-à-dire que tous les gens qui bénéficient de l'argent public au titre d'une politique publique de la culture considèrent que l'EAC est une mission absolument fondamentale et prioritaire. Elle repose sur les attendus qu'a présenté tout à l'heure Emmanuel Ettis, donc je n'y reviens pas. Il y a un point, par contre, sur lequel je voudrais un tout petit peu développer, et notamment parce qu'on est ici au Sénat. C'est la question du partenariat local. L'éducation artistique et culturelle ne fonctionne que si nous avons autour de la table à la fois les collectivités territoriales, qui sont des financeurs essentiels, mais ce n'est pas parce qu'elles sont financeurs, c'est parce qu'elles portent l'aménagement culturel. Un peu aussi, non, pas seulement.
pas seulement, mais parce qu'elle contribue à l'aménagement culturel du territoire. D'autre part, évidemment, les artistes et tous celles et ceux qui les entourent, en l'occurrence les structures culturelles, et évidemment le partenaire éducation nationale selon les échelons territoriaux de son organisation. Et cela, c'est absolument fondamental de le rappeler. Et vous m'interrogiez précisément sur le fait de savoir s'il y avait des points d'inquiétude ou de fragilisation auxquels nous sommes confrontés. Et s'il y en a bien un que je veux pointer, c'est bien celui-là. C'est-à-dire que nous appelons au partenariat. Nous savons que l'éducation artistique et culturelle ne peut véritablement fonctionner que si cette équation est en cours, bien structurée. Et le fait est que la fragilisation à la fois des finances locales et des financements auprès des collectivités territoriales contribue à un effet très, très manifeste de déstructuration, et que, ce n'est pas le centre de mon propos et je ne veux pas y insister davantage, mais la part individuelle du Pass Culture et les montants qui ont été consacrés ont contribué à déstabiliser l'équilibre général des finances, et en l'occurrence, beaucoup de collectivités territoriales ont baissé, voire coupé leur financement du fait de cette politique financière massive, et donc contribuer à une forme de fragilisation. Nous nous sommes réjouis, côté de nos organisations, sur la création de la part collective, non pas dans sa modalité, sur laquelle on pourra revenir, mais en tout cas dans sa philosophie, qui consiste à bien reconnaître que l'éducation nationale, d'une part, que les enseignants, bien évidemment, et que l'ensemble de ce que je décrivais tout à l'heure dans l'écosystème de l'éducation artistique a un rôle évidemment fondamental à jouer. Donc c'était la création de la part collective, c'est un peu une forme de reconnaissance des critiques que nous avions portées sur la part individuelle, que nous avions un peu définie brutalement de politique de bon d'achat, parce qu'elle était quand même un peu cela. Là, il y a effectivement un retour à l'école, à l'éducation nationale et au partenariat local. Pour autant, et on y reviendra sans doute dans les échanges avec les collègues de la Commission, les modalités de fonctionnement ne nous conviennent pas, et notamment la plateforme Adage, qui est effectivement une plateforme de référencement, mais qui ne permet pas de valider le contenu des projets d'éducation artistique et culturelle. Les DRAC souvent disent qu'elles sont contraintes de valider des structures sans avoir la moindre idée de ce qu'elles vont proposer. Et moi, j'ai trouvé assez intéressant de lire dans le rapport de la Cour des comptes, dans ses conclusions sur ce volet-là, de dire quand même les missions de service public en matière d'éducation artistique et culturelle sont d'autant mieux assurées que ce sont des opérateurs de service public qui les exercent. C'est quand même une tautologie, mais c'est une tautologie qui est effectivement dans le rapport de la Cour des comptes. Et je pense qu'il y aurait grand intérêt à le retenir. Pour conclure, mon propos introductif, vous m'interrogiez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le dispositif ? Nous sommes volontaires de l'amélioration du dispositif, et notamment de la part collective du Pass Culture, qui ne nous convient pas, je vous l'ai dit, dans son fonctionnement actuel. En fait, c'est assez simple pour résoudre cette équation. Il faut se remettre autour de la table. Cela n'a jamais été fait, je le dis bien, jamais, en ce qui concerne les entreprises que je représente, qui sont des entreprises qui se considèrent motivées par l'intérêt général. Nous n'avons jamais pu parler, ni dans aucune instance, notamment le Conseil national des professions du spectacle dans lequel je siège, nous n'avons jamais pu discuter au fond de l'organisation de la part collective. Il n'y a qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est qu'on reprenne cette concertation au début. C'est-à-dire qu'on accepte de se créer un calendrier de travail, qu'on accepte de se dire, on parle de tous les attendus, par exemple, évidemment, des modalités de la plateforme, évidemment, des choses qui fonctionnent bien, notamment des modalités de paiement qui ont facilité un certain nombre de choses, de la façon dont on associe les structures culturelles au dispositif pour éviter les formes de click and collect qui peuvent exister ici et là. Donc nous sommes volontaires pour participer à cela. Faut-il encore que le gouvernement accepte d'ouvrir cette concertation, et jusqu'à présent, nous n'avons pas ressenti un écho favorable à cette proposition. J'ajouterais, parce que ça, on le dit depuis le début, tant pour la part individuelle que pour la part collective, il nous faut conduire une vraie politique d'évaluation de politique publique. Cela n'a pas été fait, et c'est absolument la condition préalable nécessaire. Voilà ce que je souhaitais dire en introduction. Merci. Je vais prendre toutes vos questions, et elles sont assez nombreuses. Je vais commencer par celle d'Agnès Evren. Merci, Monsieur le Président. Merci aux trois intervenants pour leur introduction extrêmement éclairante sur un sujet qui est absolument
majeur. Et j'ai le plaisir d'ailleurs de retrouver Emmanuel Etis, avec qui nous avions travaillé lorsque j'étais vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture, et notamment pour faire de chaque lycée CFA d'Île-de-France une porte d'entrée des élèves pour la culture. Et c'est vrai que l'enjeu dans une région comme celle de l'Île-de-France, c'est de réduire les inégalités qui traversent cette région en matière même de, territoriale, mais aussi sociale et éducative. Et donc, c'est un enjeu, de cohésion sociale pour rendre la culture accessible à tous et partout. Et donc, j'avais deux questions assez précises, parce que le constat le plus sévère, en fait, du rapport de la Cour des comptes est l'échec de cette politique dans la réduction des inégalités, comme je le disais à l'instant, qu'elles soient territoriales ou sociales, avec notamment un décrochage de 15 points pour les élèves de la voie professionnelle. Comment donc, et vous l'avez abordé dans votre introduction, on pourrait cibler spécifiquement les territoires ruraux, les lycées professionnels et les publics les plus éloignés de la culture? C'est la première question. Et la deuxième, dans le contexte actuel de forte mobilisation des enseignants, comment est-ce que la délégation interministérielle compte-t-elle renforcer la formation initiale et continue des professeurs pour qu'ils se sentent pleinement outillés dans la mise en œuvre des projets d'éducation artistique et culturelle? Je vous remercie. Colombe Brossel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, merci de nous donner l'opportunité et l'occasion de travailler en dehors de sujets de plus d'actualité, de travailler sur cette question. C'est important, y compris parce qu'on prend ce temps-là avant de rentrer dans le tourbillon budgétaire. Et je dois avouer qu'il est assez frustrant à partir du mois d'octobre, quand on se préoccupe de AC, d'interroger le ministère de l'Éducation nationale qui nous renvoie au ministère de la Culture, d'interroger le ministère de la Culture qui nous renvoie au ministère de l'Éducation nationale et au financement direct des opérateurs, et à la fin, en vrai, de ne pas savoir grand-chose et d'en être à remercier la Cour des comptes de faire le travail que nous essayons modestement de faire à la place qui est la nôtre. Donc merci de nous donner ce temps-là, il est, je crois, utile et important. Je ne reviens pas, parce que je pense qu'on partage ça dans la commission, sur le caractère primordial de l'éducation artistique et culturelle dans un monde où la vérité n'est plus qu'alternative, de redonner des outils, des armes, des protections à l'ensemble des enfants de notre pays. C'est une nécessité démocratique. Je ne reviens pas, je crois que c'est assez largement partagé là aussi dans la commission, sur le fait que le pass culture n'est pas en soi une politique culturelle, et donc nous ne pouvons pas réduire l'ensemble de ce que nous souhaitons porter en termes d'éducation artistique et culturelle à un dispositif. Quoi qu'on puisse penser du dispositif, un dispositif n'est pas une politique culturelle. Moi, je voudrais revenir sur la question du pilotage, parce que finalement, elle a été abordée en filigrane de vos propos, et je suis persuadée que c'est quand même un point fondamental si on veut de l'efficacité à une politique publique, et si on veut qu'elle arrive à imprégner en profondeur, il faut qu'on se repose la question du pilotage. Et c'est finalement une question pour vous, monsieur le délégué interministériel, dans cette nouvelle cette création. On a supprimé le Haut Conseil, on a créé un délégué interministériel. Comment est-ce que vous vous projetez, au-delà du propos général que vous nous avez tenu en introduction, comment est-ce que vous projetez concrètement le pilotage pour associer autour de la table, y compris les deux acteurs qui manquent aujourd'hui dans cette table ronde? Le premier, ce sont les DRAC, le ministère de la Culture. Je veux dire que le deuxième, ce sont les collectivités territoriales, mais que là, quelque part, nous les représentons directement ou indirectement. Mais comment est-ce que vous envisagez cette question de pilotage pour redonner de l'efficacité aux politiques d'éducation artistique et culturelle, pour qu'elles puissent répondre aux enjeux? Vous avez d'ailleurs les uns et les autres évoqués. Et puis je termine par une anecdote. Je vous ai tous les trois beaucoup entendu parler d'adage, en pointer les limites pour Vincent Moisselin, en dire du bien en termes et d'ailleurs de Julie Benetti, en dire du bien en termes d'outils. Je vous donne une dernière anecdote, ça m'est arrivé il y a 48 heures, je résiste pas au plaisir de la partager, parce que moi ça me laisse quand même stupéfaite. Un journaliste, je ne dirai pas son nom, est invité dans un lycée
pour intervenir, en Bretagne d'ailleurs, pour une intervention, et le lycée lui demande de se référencer sur Adage pour faire une intervention dans un lycée. Alors le journaliste se retrouve sur Adage, dit « oulala, mais nom d'un chien, mais je suis pas sûre de répondre aux critères ». Oui, ça me paraît... Bon, vous voyez quand même le degré de dinguerie institutionnelle, je ne sais pas le dire autrement, auquel nous sommes arrivés, et qui revient de fait à se tirer des balles dans le pied sur l'efficacité d'une politique dont, je crois, ici, nous partageons l'importance en termes d'enjeux démocratiques et d'accès et de pratique de la culture et des arts. Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup pour les éléments de présentation que vous nous avez fournis. Vous l'avez bien vu, tous les ans, l'éducation artistique et culturelle, au moment du débat budgétaire, occupe déjà une grande part de nos interventions, à la fois au moment du débat budgétaire culture, mais aussi concernant l'éducation. Je ne vais pas non plus revenir sur les objectifs et la notion de transmission de patrimoine matériel et immatériel, cette idée du bien commun qui s'exprime à la fois au travers des contenus, de la diversité des contenus, mais aussi le fait que l'EAC permet d'acquérir une façon différente de penser, un socle de diversité, c'est-à-dire c'est pas que cocher des cases différentes, comme ça pourrait être le cas, ou comme on pourrait donner l'impression dans la part collective telle qu'elle est proposée sous forme de catalogue dans le Pass Culture, mais c'est bien mettre bout à bout les moyens pour permettre d'aller sur les chemins de traverse de la culture, et ça c'est peut-être le meilleur bagage qu'on puisse proposer aux jeunes pour qu'ils deviennent de véritables citoyens ardents défenseurs de la République. Donc moi j'ai vraiment deux sujets. Mon premier, c'est celui du hiatus presque criant entre le rôle fondamental, majeur, même si la culture n'était pas essentielle pendant la Covid. Et peut-être que c'est ça qui doit nous permettre de tirer les leçons de l'importance de l'EAC. Donc entre le rôle majeur attribué à l'éducation artistique et culturelle et les moyens qui y sont dévolus. Alors les moyens en termes budgétaires, bien évidemment, parce que la part collective, évidemment, du Pass Culture occupe une part importante, mais peut-on dire que la part collective du Pass Culture, c'est l'éducation artistique et culturelle, c'est la feuille de route de l'éducation artistique et culturelle, c'est véritablement une politique publique de l'éducation artistique et culturelle, et la façon aussi. Donc il n'y a pas que les budgets, c'est la façon dont c'est présenté dans les budgets comme étant un chapelet de perles très éparses sur un fil qui ne serait pas solide. C'est-à-dire que la feuille de route n'est pas là et on ne la ressent pas dans la proposition qui est faite. Et c'est le corollaire de ma deuxième question, donc sur ce budget, cette façon de le présenter. Est-ce qu'il y a un travail de fond interministériel, puisque c'est votre rôle, qui va se mettre en place de façon à ce qu'on ait enfin un vrai discours autour de l'EAC, de ce qu'on en attend, ou en tout cas de ce qu'on souhaiterait pouvoir proposer aux jeunes. Et mon deuxième sujet, c'est vous avez évoqué la question du fait que la proposition, alors je suppose que c'est issu de l'analyse Adage, était moins importante dans les communes rurales, dans les territoires ruraux et périurbains. Je pense que c'est vous, Madame la rectrice, qui avez évoqué ce sujet. Or, en 2019, un rapport avait été commis par le ministère de l'Éducation nationale sur l'éducation artistique et culturelle. Au moment où on faisait un peu le bilan de l'EAC, où on évoquait les déserts culturels, etc. Puis finalement, c'était pas vrai. Enfin bon, c'était tout un débat. Et à ce moment-là, on avait montré que justement, l'éducation artistique et culturelle était extrêmement vivace, extrêmement variée, extrêmement efficace, très bien portée par les équipes, voire plus que dans pas mal de plus grandes villes. Et ça, c'était dans les territoires ruraux et singulièrement dans les petites écoles. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, hormis peut-être la part collective du Pass Culture, hormis peut-être Adage, hormis peut-être ces statistiques qui ne reflètent plus la réalité du terrain. Et ça me permet d'appuyer sur ma deuxième question, c'est quels moyens on se donne pour qu'on réinverse la tendance. Je sais, ça fait longtemps que je parle, mais quand
quand même. Je pense que c'est un élément important pour qu'on inverse la tendance, ou qu'au moins on soit en capacité de dire que notre vrai combat, c'est celui-là, parce que là où les enseignants travaillaient bien avec les collectivités et leurs interlocuteurs du domaine artistique, eh bien désormais, on ne leur a pas permis de trouver les solutions au travers de la liste proposée par Adage. Je vous remercie. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames. Merci, Monsieur. Monsieur le délégué, vous avez parlé de Jean Villard. Moi, j'aimerais rappeler la figure de Jean Zay aussi, ministre à la fois de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, et qui avait mis au cœur de son projet la réunification de ces deux champs, qui étaient complètement séparés. Je rappelle quelques-unes de ces actions. Les sorties scolaires. C'est lui qui a inventé les sorties scolaires. Le bibliobus. La radio scolaire. C'est quelqu'un qui avait mis, grâce avec le service public, en place des radios qui permettaient aux jeunes. Et quand je fais l'énumération, vous voyez qu'il y a quelques rapports avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est lui aussi qui avait mis en place la réforme du droit d'auteur, en considérant qu'il ne pouvait pas y avoir de culture sans renforcement du droit des auteurs. Le Festival de Cannes. Et puis le Palais de la Découverte, 1937, qui est en train de disparaître. Donc là, il y a tout un programme extrêmement fort, politiquement pensé, vers un objectif fondamental, qui est celui de Jean Zay, celui de l'émancipation humaine. Voilà. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a pas de projet. Pas de projet pour les individus. Vous me permettrez de rajouter que c'est un ministre du Front populaire et qui considérait qu'il n'y avait pas d'émancipation sociale sans émancipation culturelle et intellectuelle. Et que les congés payés, les 40 heures, ça allait aussi avec l'émancipation intellectuelle. Et quelqu'un qui pensait de façon absolue qu'il fallait sortir les individus de leur milieu social. Et il utilisait le verbe déranger. C'est-à-dire éviter justement d'être rangé dans une classe sociale et ne plus en sortir. Et je crois qu'aujourd'hui, déranger, c'est quelque chose de fondamental et que l'art fait de façon magnifique. Moi aussi, j'ai une anecdote. J'ai fait visiter cette semaine à des gamins d'un collège de banlieue la salle des conférences ici au Sénat. Et il y a un gamin qui me dit « Mais pourquoi Jupiter est obscène ?» Pas bien compris la question, donc je lui demande de m'expliquer. Il me dit bah oui, Jupiter, il est entouré de femmes nues, d'enfants nus. Pourquoi? Voilà. Et j'ai découvert que la nudité, qui est pour nous quelque chose d'évident quand elle est dans l'art, pour un gamin d'aujourd'hui, ça ne l'est absolument pas. Et là, derrière, on voit très bien qu'il y a un énorme travail à faire pour expliquer pourquoi les dieux sont nus. Voilà. Ce que j'ai essayé de faire. Pas évident, voilà. Voilà. Donc c'est plus une réflexion qu'une question, mais que je crois que ce qui manque, c'est ça. Ce qui manque, c'est ça. Et ce que Jean Zay voulait faire, c'était des activités dirigées. Et je suis désolé, mais dans le pass individuel, il n'y a rien de dirigé. Vous l'avez dit, c'est un bon d'achat. Il n'y a rien dirigé. Moi, j'y étais absolument opposé. Si vous considérez aujourd'hui qu'on peut sauver la part collective, je serais d'accord avec vous. Je n'y crois pas. Je pense que le pass culture ne survivra pas au budget de 2026. Donc, il faudra trouver une autre solution. Je vous remercie. Laure Darcos. Merci infiniment vraiment pour vos présentations. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit certains de mes collègues, mais évidemment, je souscris à tout ce qu'ils ont dit. Pour juste relever ce que vient de dire Pierre, moi, je regrette ce qu'avait mis en place un précédent ministre de l'Éducation nationale, qui était l'histoire des arts, qui était pluridisciplinaire, qui n'existe plus et qui permettait en effet d'avoir un véritable programme qui était soit enseigné en art plastique, en histoire, en français. Enfin, c'était quelque chose qui pouvait en effet donner ce cadre dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, je voulais vous questionner sur deux sujets. Alors, je regrette aussi qu'on n'ait pas les DRAC, parce que ça montre bien qu'en effet...
le ministère de la Culture, parce qu'on dit que c'est, et bien sûr, monsieur le délégué, vous représentez les deux, mais ça montre bien que c'est quand même toujours un peu déséquilibré, et que quand on prend des initiatives ou qu'on parle avec des associations culturelles, ils nous disent que c'est, entre guillemets, avec l'imprimature de l'éducation nationale et pas forcément de la DRAC et du ministère de la Culture, en tout cas en région, et c'est un peu compliqué. Deux choses qui va faire aussi plaisir à Pierre, on ne parle pas du tout de culture scientifique, et je pense que ça rentre dedans, et moi aussi je mets une alerte bien évidemment sur les risques de disparition du Palais de la Découverte, mais au-delà du Palais de la Découverte, c'est en ce moment on est en train de faire un rapport à la délégation aux droits des femmes sur femmes et sciences. C'est primordial que la culture scientifique rentre aussi dans cette éducation artistique et culturelle. Et puis, comme vous le savez, l'éducation nationale et la culture met en place un grand plan de lecture jusqu'à la fin de l'année. On n'en a pas du tout parlé. Et est-ce que vous pensez pouvoir vous inscrire en fait dans ce grand plan de la lecture, ce qui permettrait, au-delà de la lecture, de parler théâtre, expression orale, théâtre, et EAC en général. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Et une chose qui n'a pas encore été abordée, Madame la rectrice de Paris, je suis ravie de vous rencontrer, mais Paris, c'est pas la province, hein, et même quand on est en grande banlieue, moi j'étais hier à inaugurer un cinéma à Milly-la-Forêt, c'est les transports. Et on parle absolument pas des problèmes de transport, qui est un problème majeur pour nos établissements scolaires et nos enfants, pour pouvoir aller justement dans des lieux culturels. Bernard Fialaire. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. Les radicaux n'ont plus besoin de parler de Jean Zay. Les communistes le font très bien. Donc, je pourrais aller directement au sujet. Bon, moi, je crois... On sait tous donc, que l'école n'est pas là simplement pour apporter un savoir, mais aussi pour former des citoyens et pour former aussi des individus épanouis. Et que ce soit le sport, l'éducation physique, que ce soit donc la culture, l'art, ça permet effectivement un épanouissement important. Et surtout pour certains élèves qui parfois sont en souffrance avec des matières plus rationnelles, etc. Il y en a qui s'épanouissent, qui réussissent vraiment, et on a tous connu près de nous des gens qui avaient un talent fou et qui pouvaient l'exprimer. Certains, effectivement, physiquement avec le sport et d'autres avec la culture. Mais je crois que maintenant, il y a un enjeu encore plus important, c'est l'émission de l'intelligence artificielle et qui va faire que, finalement, l'avantage concurrentiel qu'on aura, même d'ailleurs les plus scientifiques, ça sera vis-à-vis de la machine, c'est la sensibilité et les émotions. Et ça peut arriver, c'est assuré par la culture et par l'art, voire même au moment où on parle de développer l'empathie dès le plus jeune âge, ce sont des moyens extrêmement importants. Alors, moi, j'ai des questions un petit peu plus précises sur vos modèles mobilisables, là, que j'ai retrouvés. Donc, j'ai vu qu'il y en avait bien, quand même, sur la culture scientifique, technique et industrielle, pour répondre à Laure Darcos, qui est développée. Il y en a un autre, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Alors, je voudrais savoir comment il se recoupe avec l'EMC. Parce que le risque, on voit les enseignants sur l'éducation morale et civique, souvent disent que les programmes sont chargés, qu'ils n'ont pas le temps, et c'est souvent ce qui est un petit peu abandonné. Est-ce qu'on ne risque pas de se reposer en disant mais il y a l'OMI qui va le faire? Comment c'est articulé et comment vous recensez comme ça ces différents modèles? Il en est de même que histoire et mémoire. J'ai vu que c'était aussi un modèle. Comment ça s'articule avec les cours d'histoire? Ou alors est-ce qu'il faut laisser ces matières qui sont déjà développées, et on peut espérer que, quel que soit l'enseignant, il le fasse aussi avec des références culturelles et artistiques, et puis au contraire, vous développez les autres secteurs de l'art et de la culture. Monique de Marco.
Oui, merci. Alors moi, je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit tous mes collègues, que je partage fortement. C'est vrai qu'également, je regrette qu'il n'y ait pas représentant du ministère de la DRAC, parce que moi, je suis restée sur le rapport de la Chambre régionale de Caen du mois de février, qui quand même soulignait quelques difficultés et donnait de ses conclusions le fait qu'il fallait... Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse reprendre ce rapport et voir comment on peut avancer par rapport aux remarques qu'ils ont fait. Je prends, inégalité sociale et territoriale persistante, accès inégal au sein des établissements scolaires, un problème de gouvernance, enfin certains l'ont déjà abordé, et gouvernance insuffisante et manque d'évaluation. Enfin, tout cela quand même pose question, et j'aurais pensé, j'espérais que cette table ronde, on puisse répondre donc à ces alertes de la Chambre régionale des comptes. Et vraiment, je rebondis sur la proposition que vous avez faite, monsieur, concernant la discussion sur le fond, donc, et qui est vraiment une discussion qu'on puisse savoir jusqu'où on va, comment on va, un travail de fond, donc au niveau ministériel, avec les partenaires, que ce soit territoriaux, des différents partenaires. Et ça, je sens qu'il n'y a pas de grande volonté. Mais voilà, moi, je ne fais que des remarques. Je n'attends pas forcément de réponse, mais je pense que le rapport de la Cour des comptes alerte quand même et qu'il est nécessaire de prendre disposition pour aller de l'avant. Je vais quand même revenir sur quelque chose. Alors moi aussi, c'est peut-être une anecdote, mais j'ai été alertée par des élèves qui font un double cursus artistique au lycée. Il y en a très peu, et ils estiment qu'ils sont un peu lésés par rapport aux élèves qui ont un double cursus sport, et souhaiter qu'il y ait une évolution concernant donc ces doubles cursus. En réalité, ils n'ont pas les mêmes avantages et ils ne comprennent pas que le sport soit finalement bien encadré, le double cursus, et que celui de l'éducation artistique l'est beaucoup moins. Bon, je ne sais pas si vous avez des réponses à mes interrogations. Je vous remercie. Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir organisé cet échange. Monsieur le délégué, vous avez commencé par dire que l'éducation artistique et culturelle, et vous avez raison, est une politique publique. À partir de ce moment-là, quand c'est une politique publique, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont énoncés. Il s'avère que vous êtes dans une commission où on est très attaché à l'EAC. L'intervention du pass culture, version individuelle, version collective, a mis beaucoup de confusion, considérant qu'elle devenait aussi une politique publique, ce que nous ne pensons vraiment pas. Aujourd'hui, je pense que notre obsession est de savoir qui pilote, qui paye et qui évalue. Qui pilote? Vous allez y répondre. Mais aujourd'hui, pardon, ce sont les collectivités territoriales qui pilotent parce qu'elles payent. Elles payent. Il s'avère qu'hier, peut-être nous regarde-t-il, j'étais en visio avec plusieurs élus de grandes collectivités territoriales avec France Urbaine. J'ai demandé quelles étaient la part éducation nationale, la part ministère de la Culture, la part collectivité territoriale. Mais ça va de 1 million 30 000 euros, zéro. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'on a vraiment besoin d'être conscient que la question des collectivités territoriales devient un sujet dans le contexte de raréfaction des budgets actuels. Parce que ce qu'ils m'ont dit également, c'est que l'année prochaine, ils ne vont pas pouvoir continuer à cette hauteur-là. Et comme il n'y aura pas de compensation, comme le budget des conservatoires, je regarde Catherine, a baissé considérablement, les actions ont disparu, ou d'autres équipements en régie ou même, on va dire, labels ou autres, entre guillemets, opérateurs, je pense que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que les choix opérés par le gouvernement sur la question des collectivités territoriales vont avoir un impact direct sur la politique publique de l'EAC. Et ça, c'est un sujet de très grande préoccupation. Après, de quoi on parle? Monsieur le délégué, vous avez raison. On parle d'éducation artistique et culturelle. Un parcours, 3 piliers. Quand j'entends des élus ou alors des représentants des 2 ministères me dire « Ah, mais vous savez, Sylvie, cette école-là fait d'éducation artistique et culturelle, ils sont allés au TNB 2 fois. » Ben non.
Ben non. Donc, qui évalue? Aujourd'hui, il y a un problème de pilotage et d'évaluation. Et je m'adresse à vous parce que ces élus m'ont même dit, à partir du moment où on a compétence sur les écoles, collectivités territoriales, les écoles, elles payent. Ensuite, la part collective du Pass Culture prend le relais sur les collèges et lycées. Imaginez si la part collective du Pass Culture disparaît. Je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'en est-il en termes de pilotage du continuum qu'on aurait envie de voir inscrire dans un certain nombre de nos territoires, parce que c'est ça qui donne du sens. Imaginez une action en cycle 2 qui s'arrête au collège, qui reprend au lycée. C'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il y a un manque de pilotage stratégique, mais la Cour des comptes le dit, mais surtout, pourquoi ne pas partager ADAGE avec les élus, qui nous dit ne pas pouvoir avoir accès à ADAGE, ce qui fait qu'eux-mêmes n'ont pas l'évaluation et l'observation documentée des actions qu'ils mettent en place pour après pouvoir regarder si au collège et au lycée, on peut continuer. Tout ça pour vous dire que je crois qu'il y a une préoccupation budgétaire parce que c'est une politique publique et qu'effectivement, derrière ça, je crois qu'il va y avoir des conséquences qui vont être sûrement préoccupantes, que nous avons beaucoup parlé, et mes collègues l'ont dit, éducation artistique et culturelle, culture scientifique et technique, etc. Pourquoi ne pas travailler sur un grand chantier qui rassemblerait l'ensemble de l'éducation artistique? Je saurai m'en souvenir quand vous présiderez, Madame la Vice-présidente. Oui. Oh, ben moi aussi, parce que je vous donne parfois pas mal de temps, Monsieur le Président. Non, mais je termine, Monsieur le Président. Deux secondes quand même, parce qu'il y a encore Non, je termine. Éducation à l'image. J'attends le rapport d'Édouard Geffray. Parce que tout ça serait cohérent. Et ensuite, pardon, mais ça, c'est à titre personnel, je plaide pour la généralisation à l'école de cette politique publique qui, amendement, permettrait à tous les enfants de tous les territoires de pouvoir y avoir accès. Merci. Jacques Grosperrin. Merci, Président. Quel programme, Sylvie Robert? Vous avez tout déjà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci, Président, d'avoir organisé cette table ronde. Et merci à vous, Mesdames et Messieurs, de votre rapport. Alors, c'est vrai qu'on entend bien que l'éducation artistique et culturelle est loin d'être une réalité pour tous les élèves en France. Je ne reviendrai pas sur le rapport de la Cour des comptes, mais on sait très bien que les classes primaires dans les territoires ruraux, chez les élèves en CSP-, ceux dont on appelle... qu'on caractérise avec un IPS en difficulté, un indice de position sociale, qui est un indicateur qui pourrait d'ailleurs être utilisé dans votre travail. Et même si depuis 1970, moi j'avais cru comprendre que l'EAC était une priorité, en tout cas gouvernementale. On a bien entendu, et je ne me répéterai pas, qu'il y a un vrai problème de gouvernance avec un manque de coordination. On l'a entendu, l'État, collectivité territoriale, établissement scolaire également. Et puis cette absence que mes collègues ont soulignée sur le manque de pilotage au niveau transversal et national. Et monsieur le délégué interministériel, vous avez été recteur plusieurs fois, donc je pense que vous êtes aussi très sensibilisé par rapport à ça. Et moi, je m'interroge quand même sur ce référencement pléthorique d'acteurs culturels, quand même, il faut le dire, et du contrôle insuffisant de la qualité des actions proposées. Et lorsque vous parlez d'évaluation, moi je vous dis chiche. Je pense qu'il faut évaluer. Et il faut aussi peut-être s'interroger sur l'amélioration de la formation des acteurs de l'éducation nationale, des enseignants, parce qu'ils sont aussi au centre de cette réussite. Et enfin, pour terminer, monsieur le délégué interministériel, comme le président Lafont vous l'a dit en introduction, dans ses propos liminaires, en janvier, on a tous été, bien sûr, interpellés, contactés en urgence à la suite du gel de la part collective, ça a été dit, du Pass Culture. Moi, j'aurais 3 questions. Est-ce que l'ensemble des dossiers prêts ont-ils été validés? Quid des projets qui étaient en cours de montage? Et enfin, quelles sont les perspectives pour la rentrée 2025? Merci. Béatrice Gosselin. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors moi, je vais reprendre Nous n'avions pas les mêmes enfants dans la salle des conférences, mais j'ai eu la même réflexion que toi, Pierre. Et je me suis dit, des enfants de fin de primaire et début de collège qui étaient
vraiment, c'est la première question qu'ils nous ont posée, mais pourquoi autant de femmes nues? Donc, comme quoi cette culture, est-ce que c'est par timidité dans les établissements? Est-ce que c'est parce qu'on n'ose plus faire? Est-ce que c'est tout simplement par manque de, comme tu disais, la culture, c'est de l'étonnement, c'est un petit peu dérangé? Eh ben, je crois que c'est quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Moi, franchement, la question m'a abasourdie. Et ben voilà. Donc, c'était juste pour prendre, et je partage totalement les propos quand on parle manque de clairvoyance, manque de transparence, absence de pilotage du système. Je vais vous donner une anecdote et je m'arrêterai à ça. J'ai donc, parce qu'il y a les collectivités, ça a été dit par Sylvie, qui participent complètement et de façon très importante sur le plan financier à la culture pour nos territoires, mais il y a aussi les privés. Et je reviens sur un élément que j'avais énoncé quand Mme Dati est venue, en lui expliquant un musée mémoriel. Dans notre secteur, la Manche, nous sommes dans une partie du territoire où le débarquement, ça parle. Et nous avons donc des petits musées qui sont des musées qui sont installés avec beaucoup de sérieux. Et quand on demande le référencement à l'adage, eh bien, je peux vous assurer, ils ont demandé depuis l'année dernière. Donc c'était 80e, ça va être le 80e de la Libération. Ils ont demandé un référencement à d'âge. Madame Dati, que j'ai avertie, m'a dit je vois ça. J'ai un courrier de Madame Dati qui m'a dit ça n'est pas le ministère de la Culture, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. J'en ai reparlé au directeur de la DRAC qui m'a dit je vois. Ils ont ils avaient vu la DRAC évidemment en premier, avec je ne sais combien de questions, sans explication, sans rien, qui étaient compliquées à mettre en place. Ils auraient bien aimé avoir un petit peu de soutien. Conclusion, on va arriver à la fin du 80e du Libération. On a un petit musée local qui parle de l'histoire locale et qui est très bien fait pour des enfants. Eh bien, on n'a toujours pas l'adage. Donc, quoi faire pour des gens qui veulent s'investir? On a vraiment, et je peux vous assurer que ce propriétaire du musée est complètement décontenancé, désabusé, en disant, voilà, moi j'ai mis toutes mes connaissances, tout mon matériel, il est parti sur des photos américaines au moment du débarquement, parce que c'était la poche de Mortain, c'est une poche très importante sur le plan de la résistance, sur des photos de l'armée américaine, et il a reconstitué des scénettes avec des petits textes faits avec les professeurs qui sont spécialistes d'histoire locale, en français et en anglais, mais très bien faits pour des enfants de fin de primaire et de collège, lycée. Eh bien, les enfants ne peuvent pas y aller avec les écoles, tout simplement parce qu'ils ne sont pas référencés. Donc voilà encore comment on peut décourager des politiques privées, et, enfin des initiatives privées comme des politiques de collectivité. Moi, je crois que réellement, il faut vraiment mettre de l'ordre dans tout ça, et je rejoins, il faut vraiment une politique claire, sûre, et qu'on ait quelque chose avec des retombées et des impacts derrière. Parce qu'il y a vraiment besoin de tout ça pour qu'on ait derrière, dans tous les territoires, et je dis bien dans tous les territoires, possibilité d'avoir des enfants qui accèdent à la culture. Merci. Karine Daniel. Merci, Monsieur le Président. Peut-être se redire, on a dit, et les collègues l'ont dit, que l'EAC, ça doit être un vecteur d'émancipation. On entend aussi beaucoup de la part d'artistes ou de professionnels de la culture que l'EAC, ça a aussi été pour eux parfois des éléments déclencheurs de vocation et d'entrée, ou tout le moins d'attrait pour les métiers de la culture. Et ça, je pense que ça ne doit pas non plus être oublié dans notre propos. Aujourd'hui, on voit que, et c'est aussi la tournure de nos débats, que l'EAC et les discussions autour de l'EAC tournent beaucoup autour d'outils. On parle d'adage, on parle du pass culture, et c'est révélateur du manque de structuration et d'objectifs et de pilotage de la politique publique en tant que telle. Et on l'a aussi dit. Alors moi, ça ne vous surprendra pas, je suis très préoccupée par les enjeux budgétaires, et on va attaquer les discussions budgétaires bientôt. Il y a un manque de lisibilité du financement de cette politique publique avec des financements croisés. Alors ce manque de lisibilité, on peut s'en contenter quand on est en phase soit de développement budgétaire, soit pour le moins de stabilité. Quand on va être en période de réduction budgétaire, là, on va entrer quand même dans le dur du sujet. Et déjà, il y a eu des effets de substitution, puisque certaines collectivités ont dit, alors sous contrainte parfois, écoutez, le Pass Culture prend ça en charge, donc nous, on se retire de ce financement. Elles l'ont fait sous contrainte ou par choix. Et comme on le dit, et Pierre Ouzoulias l'a souligné tout à l'heure,
on va avoir de vraies discussions sur sur le budget du Pass Culture. Et donc, cette question, elle ne reviendra pas à l'inverse. C'est-à-dire que les collectivités qui se sont désengagées dans le contexte budgétaire qu'on connaît ne vont pas récompenser une part collective du Pass Culture. Nous le savons d'ores et déjà. Donc, cette question, elle est vraiment devant nous. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le Pass Culture, et j'en termine là, sur la part collective, est en phase de développement de fonctionnement ou de stabilité de fonctionnement. On a quand même été alerté par des questions de délai de paiement qui ont mis en fragilité certains acteurs culturels, certaines structures. Et ça, je voulais quand même le remonter parce que ça peut fragiliser des opérateurs. Et enfin, Catherine Morin-Desailly. Bien, je vais enfoncer le clou. Moi, je m'étonne qu'on affirme l'éducation artistique et culturelle comme une priorité et que dans le même temps, comme la ruralité est une priorité, que dans le même temps, le seul budget qui est contraint à faire des efforts, plutôt que l'effort soit lissé et réparti sur l'ensemble des secteurs du ministère de la Culture, soit le BOP 361 dont tout le monde parle, dont les DRAC se sont émus très fortement, soulignant l'incohérence d'énonciation d'un projet et la non-adéquation des moyens alignés avec ça. Alors on est d'accord, il faut tous faire des efforts, on va voir devant nous des discussions budgétaires difficiles, il faut qu'on soit aussi en responsabilité, mais pour être en responsabilité, faut-il qu'on soit associé. Vous avez évoqué l'importance des collectivités territoriales dans le financement d'éducation artistique et culturelle, j'enfonce des portes ouvertes, les collègues l'ont dit, mais c'est une évidence, tous les niveaux de collectivité ont ces dernières années développé beaucoup de dispositifs en corrélation avec les différents rectorats et académies, et elles doivent être traitées du coup correctement. Ces collectivités ont souvent aussi signé ce qu'on appelait les CLEAC, les contrats locaux d'éducation artistique et culturelle, dont on n'entend pas beaucoup d'ailleurs, plus beaucoup parler. Donc quand il y a ce genre d'annonce budgétaire qui a un impact fort aussi sur les structures culturelles que nous cofinançons, souvent dans le cadre en plus de labels et d'objectifs et de moyens à atteindre en matière d'éducation artistique et culturelle, à tout le moins, soyons associés à la décision. En tout cas, on l'a demandé, et monsieur le délégué interministériel, relayez-le auprès de la ministre de la Culture. On lui a demandé au sein du Conseil national des territoires pour la culture, qui associe tous les niveaux de collectivités territoriales, à ce qu'on y travaille sur le fond et où on partage des diagnostics, des décisions, même si ce sont des décisions difficiles, mais au moins on est coordonnés. Il y a les CTC, leur déclination territoriale, ils n'ont pas été réunis depuis je ne sais pas combien de temps, et surtout ils ne travaillent pas de cette manière-là. Donc il y a un problème de pilotage et de gouvernance, ce qui est périlleux au bout du compte dans des temps difficiles où les uns les autres on a à optimiser l'argent public. Deuxième source d'étonnement, ça sera mon dernier propos. Je m'étonne aussi que la ministre de l'Éducation nationale s'émeuve du problème des jeunes et des écrans. Puis dans le même temps, on a sabré pratiquement des dispositifs d'éducation à l'image. Bon, il y a le rapport Geoffrey parce que le rapport Geoffrey, il se réalise parce que notre commission, à plusieurs reprises, elle a interpellé les 4 ministres de l'Éducation qui se sont succédés depuis Gabriel Attal et sabré le dispositif. Je tiens quand même à le dire, sinon il n'y aurait pas eu de rapport Geoffrey. Donc on attend avec beaucoup d'impatience. J'espère qu'on a redressé le tir, mais là aussi, on touche un dispositif qui permet un financement important des collectivités qu'on engage à se désengager, quoi, finalement. En mettant en péril le dispositif, on leur dit non, on peut plus faire le... Voilà. Donc, vraiment, on compte sur vous pour porter un message. Il y a besoin de gouvernance et de pilotage et de partage et de respect de l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il y a eu beaucoup de choses en matière d'éducation artistique et culturelle qui sont des vrais succès. Bon, le pass culture, ça c'est une autre affaire, mais il est plus que temps aussi de remettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'il y a un petit scandale derrière l'histoire du pass culture. Voilà, de nombreuses prises de parole, avec quelques questions et sujets de fond. Bon, je vais vous laisser peut-être dans un premier temps, monsieur le délégué interministériel, aborder certains sujets, pilotage, collectivité, réduction des inégalités et des petites questions aussi précises. Et puis je donnerai bien sûr la parole à chacun qui le souhaite. Bien, j'apprends vos rituels où il faut répondre à toutes les questions qui sont évidemment nombreuses.
Je vais peut-être essayer de les regrouper, si vous le voulez, par thématique, essayer de vous apporter des réponses générales, mais aussi des points de vue sur l'avancée de ces sujets et la prise en considération de vos différentes préoccupations qui sont toutes évidemment absolument justifiées. D'abord, peut-être pour ceux qui ne disposent pas des chiffres, rappeler que l'éducation artistique et culturelle, et c'est effectivement le rapport de la Cour des comptes qui le rappelle, c'est 3,5 millions de dépenses en matière d'éducation artistique et culturelle en 2023, près de 3 millions de dépenses de l'État, avec 2,6 millions de masse salariale des enseignements artistiques, qu'il ne faut surtout pas oublier. Je vous rappelle que notre pays a cette particularité depuis toujours d'avoir mis en place des enseignements artistiques en art plastique et en musique. C'est pas forcément toujours très simple, ça commence au collège. Quand je dis c'est pas toujours très simple, je vous assure que quand on voit une classe d'enseignement musical, et je parle sous le contrôle des gens que j'ai pu rencontrer, c'est sans doute l'un des moments où on voit le plus éclater les inégalités sociales dans les classes d'éducation musicale. Entre les enfants qui bénéficient hors temps scolaire d'écoles de musique, de conservatoires, et ceux qui n'en bénéficient pas, je vous laisse imaginer aussi ce qu'est le travail du professeur d'éducation musicale. Comment concilier tout cela? Comment refléter tout cela? Oui, je vous dis que les classes d'éducation musicale sont là où on voit apparaître le plus les inégalités culturelles. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que je pense que c'est une très très bonne entrée pour pouvoir aussi penser ces réflexions. 51 millions au titre de la part collective du Pass Culture. 151 millions de dépenses du ministère de la Culture que vous évoquiez. En ce qui concerne les collectivités, ce qui est rappelé, c'est qu'on est entre, puisqu'évidemment Sylvie Robert l'a dit, voilà, on est flottant sur le chiffrage, entre 520 et 650 millions de dépenses des collectivités, entre 420 millions et 490 pour le bloc communal, entre 70 et 110 pour les départements, entre 30 millions et 50 millions pour les régions. Voilà en ce qui concerne en tout cas les grandes données dont on dispose aujourd'hui. Vous faisiez référence, et Vincent Moisselin a également fait référence à la charte de l'éducation artistique et culturelle. Ce n'a pas été une mince affaire, effectivement, que de mettre en place cette charte qui mette au moins d'accord l'ensemble des acteurs et qui rappelle bien que cette politique est partenariale. Elle date de 2016. On en fêtera les 10 ans l'année prochaine. Je souhaite que ce soit un bel anniversaire, c'est-à-dire qu'on puisse se retrouver tous autour de la table, parce que je rappelle qu'elle a été élaborée dans le cadre du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle et que ça rassemblait bien évidemment l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire nos ministères, tous les ministères concernés par ce sujet, mais aussi tous les représentants des collectivités territoriales à toutes les échelles et tous les niveaux, y compris la FNCC et autres, qui sont effectivement des acteurs primordiaux qui se sont mis d'accord sur cette charte, et je me fais plaisir de le dire toujours, qui a été votée et créée et votée à l'unanimité. Pour moi, il était très important que chacun y mette sa virgule, sa part, et surtout, je vous renvoie à ce document majeur, à mon sens, parce que ce sont des mots compréhensibles par tous. Quand je dis par tous les acteurs, par toutes les familles, par tous les enseignants, par tous les enfants. Oui, une éducation à l'art par l'art. Cette charte mentionne évidemment le sujet important de la formation, de la recherche, mais également de l'évaluation. Tout projet d'éducation artistique et culturelle mérite d'être évalué en fonction évidemment des objectifs qu'il souhaite atteindre. On n'évalue pas comme ça, d'une façon abstraite. On évalue en fonction d'objectifs à atteindre, et vous avez tous été sensibles ici aux objectifs qui devaient être pensés. Merci pour la référence à Jean Zay, je la partage profondément, parce que je pense que l'ambition qui était portée par Jean Zay, c'est aussi celle qui nous tient aujourd'hui. Quand je parlais tout à l'heure de matrice, je pense que notre pays est conduit par cette matrice où on se dit finalement c'est là-dessus qu'on doit pouvoir reposer nos sujets. Bien entendu, vous avez tous évoqué ces enjeux qui sont les enjeux des inégalités territoriales. On voit que ces inégalités, c'est très intéressant de les analyser en tant que telles, parce que de quoi relèvent ces inégalités? Je parle aussi sur le contrôle de mes voisins. On est toujours face à des constats d'inégalités territoriales, d'inégalités sociales. J'allais dire que les inégalités culturelles sont assez profondes. En réalité, ces inégalités se recoupent les unes les autres. On est une France où on empile les inégalités. Les choses vont souvent ensemble, elles ne sont pas différenciées par rapport à ça. Dans le travail qui a été fait notamment sur le premier degré dans le cadre de la Cour des comptes, on voit apparaître en réalité aussi sur l'EAC trois France qui sont très différentes. La France des acteurs qui sont engagés depuis longtemps sur ces questions d'éducation artistique et culturelle, avec des gens qui sont formés, des collectivités engagées, qui proposent des projets sur lesquels ils ne se désengagent pas, et des projets qui vont avoir de la longue durée et une consolidation. Et en général, cette France-là, c'est aussi une France qui fait réussir ses élèves à tous les niveaux. Très important. Une deuxième France, intéressante aussi, parce que c'est une France sur laquelle il n'y a rien. Quand je dis rien, c'est où finalement les gens ne sont pas formés, les collectivités se disent que c'est secondaire,
Et ce n'est pas forcément des territoires ruraux, vous l'aviez fort bien mentionné tout à l'heure, c'est autre chose qui s'y produit, c'est-à-dire que y a d'autres priorités à gérer, et ça, il faut pouvoir la sensibiliser parce qu'aujourd'hui, les outils sont là. La troisième France est une France plus récente qui s'y met aujourd'hui depuis quelques années, j'allais dire depuis effectivement cette volonté de faire du 100% EAC avec des projets très innovants, des gens qui sont en cours de formation et qui posent ce type de questions. Vous avez évoqué la formation tout à l'heure, la formation initiale et continue, c'est évidemment le sujet de l'éducation artistique et culturelle doit être présent dans les inspects qui souhaitent que les professeurs dès le premier degré aient une formation à l'éducation artistique et culturelle, parce que ça veut dire, pour un futur directeur d'école, une manière de conduire aussi un projet, parce qu'on voit aussi que souvent les initiatives partent aussi des écoles pour pouvoir se dire sur mon territoire, dans ma petite commune, je vais aller voir le maire et on va voir ce qu'on peut construire ensemble. C'est important de savoir comment on fait du montage de projet par rapport à ça, et ça doit évidemment faire partie de la formation, et en termes de la formation continue, nos écoles académiques de la formation doivent pouvoir aussi intégrer cette composante de l'éducation artistique et culturelle si on veut avoir des perspectives. On ne peut pas faire d'éducation artistique et culturelle sans avoir des acteurs formés, une compréhension d'adage aussi et comment on fonctionne par rapport à ça. Il faut pouvoir se l'expliquer et pouvoir justement travailler ensemble. Donc le chemin est là, mais le chemin est aussi ouvert. Vous parliez de la part collective du PASS. Moi, là pour le coup, je vais prendre la casquette d'ancien recteur et pas de délégué interministériel. J'ai pu constater, même en Bretagne, sur un territoire qui est extrêmement engagé sur ces sujets, puisque en Bretagne, on atteint le 100% sur tous ces sujets d'éducation artistique et culturelle, et on voit l'organisation territoriale qui s'y fait, qui est remarquable entre toutes les collaborations qui sont construites là-bas. Moi, j'ai vu un avant et un après. L'avant et un après, c'est que bien souvent, avant la part collective du PASS, nous avions des acteurs qui répondaient à des appels à projets construits par les DRAC et les rectorats. Très intéressant. Mais je constate aussi que ce sont toujours les mêmes acteurs qui répondent parce qu'ils ont les moyens de répondre aux appels à projets. Aujourd'hui, la question de la part collective, et on le montre aussi, a simplifié des dispositifs et a permis d'atteindre des zones, des petits établissements, là où on ne pouvait pas les atteindre auparavant. Et le fait que ce soit fléché doit responsabiliser ces établissements. Donc ça veut dire aussi une formation des responsables des établissements par rapport à ça. Mais oui, il y a un facteur corrélé de pouvoir atteindre là où on ne pouvait pas. Les outils sont rares. On peut avoir la critique des outils comme vous le faites, la critique d'adage, la critique de la part collective. Je pense que vous l'avez fort bien dit, nous devons avoir une réflexion sur l'amélioration de ces outils. En ce qui concerne la part collective, il y a une inspection qui a été lancée par notre ministère, et qui est en cours de réflexion. Voilà, je ne peux pas en dire plus, ça viendra dans quelques mois, mais je pense qu'il y a une véritable responsabilisation par rapport à la qualité des projets, et le fait que ces projets impactent avec cette question majeure. Autre point qui n'a pas été évoqué dans cette commission, mais qui répond à certains sujets. Nous avons engagé, il y a quelque temps, la labellisation des territoires 100% EAC, qui concerne directement les collectivités territoriales. Beaucoup de territoires y ont répondu. Aujourd'hui, on a en France 157 villes qui vont de la ville... alors je pense en Bretagne la petite ville de Pontrieux, 1000 habitants, ou la ville de Nice. Voilà, on est vraiment dans des dimensions très différentes, mais qui permettent en tout cas de labelliser des territoires, ce qui signifie d'avoir les acteurs qui se rendent compte au moins sur qu'est-ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on est d'accord sur le niveau d'objectivité à avoir ou d'objectif à avoir en ce qui concerne l'éducation artistique et culturelle. Il est important de prendre en considération ça parce qu'on touche à la fois justement à une responsabilisation de l'ensemble des acteurs, tant sur la qualité que sur, j'allais dire, le nombre d'élèves à atteindre par rapport à ces sujets. C'est l'objectif de ce type de labellisation. Je vous avoue qu'en Bretagne, nous avons aussi labellisé des établissements scolaires, parce que quand on n'a pas les collectivités, on peut aussi avoir les établissements, qui permet là aussi d'améliorer cette rencontre avec l'ensemble des acteurs et de travailler ensemble sur un récit commun. J'insiste sur cette histoire du récit. Qu'est-ce qu'on raconte quand on parle d'éducation artistique et culturelle? Je vous assure que c'est, quand on écoute l'ensemble des acteurs, on est dans une logique qui est quelquefois un petit peu floue, parce que chacun pense savoir ce que c'est que l'éducation artistique et culturelle, ce qui est le cas, mais on se rend compte que quand on travaille vraiment, tout le monde ne parle pas exactement de la même chose. Ce n'est pas simplement mettre de la culture à l'école. Vous l'avez fort bien dit, Madame Robert, ce n'est pas faire 2 fois une sortie au théâtre. C'est au fond de se dire, est-ce que j'ai permis pendant un parcours scolaire, y compris à des jeunes qui n'ont jamais accès à cela, d'avoir une ouverture sur le monde, une représentation du monde par la culture et par les arts. Est-ce que, oui, est-ce que je sais
rentrer dans une librairie. Ça commence là. Il faut être très modeste. Est-ce que je me dis que c'est pour moi? Est-ce que le théâtre est pour moi? Est-ce que le conservatoire est pour moi? Toutes ces questions-là, on en est là quand même aujourd'hui, hein, aussi, à reposer ces questions fondamentales, de savoir la manière dont, grâce à l'école, parce que finalement l'école permet de toucher tout le monde, évidemment, je vais pouvoir avoir ma première entrée. Et on voit, et on a des enquêtes qui le montrent, qui sont aussi assez intéressantes. On a quasiment jusqu'à 40% des gamins qui vont aller la première fois au cinéma, à l'école, pardon, au cinéma, au théâtre et autres, par le biais de l'univers scolaire. Donc voilà, il faut avoir aussi conscience de cette responsabilité qui est énorme si on veut voir aussi à long terme des fruits de cette politique d'éducation artistique et culturelle. C'est éminemment important, vous l'avez tous dit ici, mais il ne faut pas non plus attendre à quelque chose d'extrêmement, enfin de tout à fait magique, parce que quand vous posez la question de l'évaluation, au fond, est-ce que, et je suis sûr que chacun d'entre vous ici aura son anecdote sur sa propre vie pour pouvoir dire, au fond, ce qui m'a marqué, c'est cette fois-là, et elle date de ce moment-là. C'était pas, voilà, et ça produit des effets des années plus tard sur votre propre mémoire. Et on a tous cette anecdote à raconter. Et souvent, ces anecdotes, pour le sociologue que je suis aussi, se ressemblent. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir effectivement qu'on a tous, mais encore faut-il avoir eu la chance d'avoir eu une première fois, et que cette première fois se passe dans de bonnes conditions. Donc oui, un parcours d'éducation artistique et culturelle, ça se construit, et ça se construit tout au long de l'année. C'est-à-dire que, évidemment, pour avoir des effets, avant d'aller au théâtre, ben, ça se prépare pour savoir ce qu'on va aller voir. Ça se poursuit ensuite pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on a fait avec. Quand on a des projets d'éducation artistique et culturelle à l'intérieur de l'établissement, vous savez, la charte dit qu'il faut avoir une restitution de ces projets qui associe la famille et les amis. Parce que oui, l'éducation artistique et culturelle est aussi un effet de sociabilité qui permet d'embarquer tout le monde. Et je vous assure que quand c'est bien fait, on a vraiment des petits miracles d'éducation qui fait que ça va marquer les territoires. Moi, j'étais hier dans un village rural où on avait associé les enfants, un artiste, les personnes âgées pour pouvoir faire ensemble une fresque qui soit visible par tout le monde. Vraiment, c'est magistral parce que le maire me dit mais je vais continuer parce que finalement ça a fait aussi des effets de civilité très importants par rapport à cela. J'insiste sur ce point aussi qui nous concerne tous. Il y a des choses qui sont très simples à réaliser. Moi, je vous prie de croire que, quand je disais aussi de la responsabilité que nous avons tous sur la transmission, soyons attentifs aux effets intergénérationnels. Quand on fait lire des enfants à voix haute dans un EHPAD, ben, je vous assure que ça produit des effets qui sont formidables pour construire et reconstruire de l'intergénérationnel. Alors, ça n'est pas rien. C'est très simple. Il suffit d'ouvrir les portes, mais il faut aussi que ça soit préparé. Quel texte on va lire? Pourquoi? Comment? Comment les personnes âgées, vous nous interrogez? C'est absolument essentiel. Et si je parle des personnes âgées aussi, c'est parce que c'est, à titre personnel, quelque chose qui me touche beaucoup. C'est que souvent, quand on va et quand on fréquente les EHPAD, c'est mon cas, je trouve que c'est assez passionnant d'avoir des gens qui vous disent, au fond, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste quand on est très vieux? Une petite musique qui vient réactiver notre mémoire, une chanson dont on se rappelle, une lecture. Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est encore plus fort parce que c'est pas simplement se préparer à la vie active, c'est se préparer à grandir, c'est se préparer à vieillir aussi, et à vieillir ensemble parce que nous avons des référents culturels. Rien de pire que des personnes qui n'ont pas eu d'éducation artistique et culturelle, qui n'ont pas de référents, qui ne peuvent pas exprimer leur personnalité par rapport au goût. Quand on appelle le mot émancipation, c'est aussi pouvoir s'exprimer pour dire j'ai des goûts, j'existe en tant que personne. Et c'est ça aussi la grande mission que nous avons tous ensemble, et quand je dis tous ensemble, avec évidemment des acteurs référencés. Le ministère de la Culture joue un rôle essentiel sur la labellisation de la qualité des acteurs que nous mettons. Vous parliez de service public tout à l'heure. En phase, nos DRAC, alors sur la question du pilotage, parce que je voudrais quand même y revenir, puisqu'elle est posée par beaucoup d'entre vous, il y a ce pilotage national qui est fait par nos deux ministères qui collaborent évidemment ensemble, mais il y a toutes les déclinaisons territoriales qui sont faites par des comités de pilotage dans tous les rectorats, avec les DRAC, dans DRAC et rectorat au niveau régional. Il y a des déclinaisons qui sont des déclinaisons départementales. On a ici une directrice académique aux arts et à la culture. Ça existe dans chaque académie. Ces déclinaisons, elles sont évidemment importantes et ce sont elles aussi qui organisent le pilotage, qui travaillent sur les endroits où nous avons des manques ou des questionnements par rapport à cela. Voilà, je crois que c'est vraiment important de pouvoir vous répondre sur tout cela.
Évidemment, ne pas confondre les outils avec la politique qu'on doit mener, mais ne pas oublier que ces outils sont forcément en phase d'amélioration. Évidemment, quand il manque quelque chose, quand on n'a pas la réponse adéquate, je pense à votre question sur le journaliste, ça se règle, on se saisit de ça, évidemment. Je crois que c'est à nous d'améliorer partout où nous sommes ce type de questionnement pour pouvoir faire effectivement qu'on ne repose pas que sur nos outils. Je crois que ça aussi, c'est la force de nos administrations, de pouvoir aussi améliorer ces questions en fonction des questions que vous êtes en train de poser. Madame la rectrice, Madame la directrice académique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, en complément des éléments d'ores et déjà très riches apportés d'ores et déjà par Emmanuel Etis à l'ensemble des réponses, l'ensemble des questions, pardon, que vous avez posées, peut-être indiquer que j'en retire pour ma part le fait que nous partageons les conditions de réussite de la mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle. La formation initiale et continue des professeurs, vous y êtes revenu à plusieurs reprises et je l'indiquais au moins pour l'Académie de Paris, grâce à la stratégie RH qui est déployée et qui s'appuie pour partie sur ces professeurs relais qui sont dans une trentaine d'institutions culturelles, eh bien nous avons pu plus que tripler le nombre de formations proposées entre 2021 et 2025 dans l'Académie de Paris grâce à ces professeurs de l'éducation nationale placés dans des institutions culturelles. Vous avez également relevé à très juste titre l'importance de cette dynamique partenariale qui est consubstantielle en réalité à l'éducation artistique et culturelle. Le fait, me semble-t-il, que l'EAC repose sur 3 piliers, à la fois aller à la rencontre des œuvres et des artistes, mais également pratiquer les arts, la culture et acquérir des connaissances. Et c'est ce sur quoi insistait Emmanuel Etis dans son intervention à l'instant, c'est que l'EAC, ce n'est pas simplement visiter un musée, ce n'est pas simplement découvrir une pièce de théâtre ou admirer un tableau, c'est d'abord en classe préparer cette rencontre avec l'œuvre, préparer cette rencontre avec l'artiste et puis bien évidemment ensuite pouvoir y revenir. Nous avons également nous sommes également revenus, et c'était particulièrement évidemment clair dans vos interventions, et comment cela pourrait-il ne pas être au Sénat, la territorialisation nécessaire de cette éducation artistique et culturelle afin de s'appuyer sur les ressources locales et créer des synergies. Et puis enfin, l'exigence, parce que évidemment, l'enjeu de lutter contre les inégalités sociales et territoriales est absolument fondamentale, cette exigence d'offrir à tous nos élèves, depuis la classe de maternelle jusqu'à la terminale, cet accès à la culture. Et c'est en ce sens, et je voudrais revenir plus précisément aux questions qui m'ont été posées, et c'est en ce sens que Adage ne doit pas être simplement vu comme une plateforme de recensement des différentes actions, parce qu'en réalité, cette plateforme a un certain nombre de fonctionnalités. Et il s'agit d'abord de suivre le parcours EAC des élèves, depuis l'entrée à l'école jusqu'à la terminale. Il s'agit de pouvoir également inscrire les classes et les élèves aux actions et aux projets via une seule saisie pour les professeurs, de pouvoir également consulter les offres collectives du Pass Culture, de pouvoir construire des projets EAC en recherchant des partenaires, en demandant des financements, en répondant aux appels à projets académiques. Et puis enfin, c'est également la possibilité de consulter un ensemble de ressources. Je l'indiquais dans mon propos liminaire, le fait est que toutes les actions d'EAC ne sont pas recensées sur la plateforme Adage. Nous le savons, notamment dans le premier degré. Pour autant, cette plateforme est aussi utile pour que nous puissions regarder si les actions d'EAC forment en réalité ce parcours, ce continuum cohérent pour nos élèves depuis l'entrée à l'école jusqu'à la terminale.
Paris n'est pas la province, Paris n'est pas la France, et ce n'est pas l'ancienne rectrice de Corse ou l'ancienne rectrice de Créteil qui vous donnera tort, Madame la sénatrice. Pourquoi justement j'indiquais que Paris est dans une position singulière? Parce que non seulement il y a une offre culturelle dont il n'est pas besoin de rappeler à quel point elle est exceptionnelle, mais il y a surtout, tout à fait, Madame la sénatrice, il y a cette densité du réseau de transport, et même, j'allais dire, le fait qu'en réalité, on peut relier les points simplement par la marche à Paris. Et le fait est que le déplacement, la mobilité de nos élèves est souvent un frein considérable au déploiement de l'ESC dans les départements ruraux, a fortiori les départements montagneux que j'ai pu connaître. Et vraiment, la question du transport des élèves est tout à fait essentielle, à tel point que le choix est aussi fait de faire venir les artistes à la rencontre des élèves, des classes, des professeurs, et d'ailleurs de l'ensemble des habitants, mais que le travail conduit avec les collectivités est tout à fait essentiel pour que la question de l'acheminement, du transport des élèves puisse être pleinement prise en compte pour garantir le fait que nos élèves, évidemment, aient accès à cette culture de proximité immédiate, mais qu'ils puissent aussi avoir accès à une culture plus éloignée de ce qui fait l'environnement immédiat et quotidien de nos élèves. Je pense que c'est aussi un enjeu de l'ESC. Madame la sénatrice, sur le double cursus art, je ne suis pas sûre, pardon, Madame la sénatrice, je ne suis pas sûre de savoir exactement à quoi il était fait référence. Je peux simplement indiquer qu'à Paris, nous avons un double cursus danse et musique pour garantir la scolarisation des élèves du Conservatoire national supérieur musique et danse, qui est un double cursus tout à fait spécifique et qui est construit justement pour permettre à ces élèves à la fois d'être inscrits au Conservatoire national supérieur musique et danse, mais également de poursuivre leur scolarisation. Peut-être, pour conclure, je reviens un instant sur Adage. Vous indiquez que les collectivités ont bien accès à Adage moyennant une convention, eu égard tout simplement aux données sensibles qui peuvent figurer sur la plateforme, et dans ces conditions avoir le statut de partenaire évidemment sur Adage, ce qui permet aux collectivités également d'y intégrer leurs appels à projets. Je conclus ainsi et en rappelant une fois encore combien est importante cette dynamique partenariale au soutien de l'ESC. Monsieur Moisselin. Je vais faire très bref. 4 petites choses à dire suite à vous. Alors d'abord, franchement, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est revigorant de venir vous écouter. Ça m'a fait du bien et je vais le dire à mes mandants parce que c'est quand même incroyable l'unanimité qui se dégage de vos interventions et l'importance que vous apportez tous et toutes à cette question. Madame de la Provoté, je voulais juste dire sur la question rurale périurbain, beaucoup d'opérateurs, vous le savez très bien, sont très présents dans les territoires ruraux et beaucoup d'actions se mènent par les compagnies ou par les labels. Et donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, je pense qu'il se fait beaucoup de choses. Monsieur Fieller, je crois que c'est votre nom. Je voulais faire juste changer de casquette 2 secondes pour vous dire que le CESE a produit un avis sur le sujet dans le cadre des États généraux de l'information et notamment, enfin j'en étais le co-rapporteur, c'est pour ça que je peux en parler sur la presse, et vraiment sur la question de l'éducation aux médias et à l'information, on a apporté des propositions un peu plus concrètes encore, je vous invite à vous y référer, mais en tout cas vous avez absolument raison de dire que c'est un sujet majeur. C'est vrai qu'il ne s'articule pas naturellement avec la question de l'éducation artistique et culturelle, et pourtant on sent très très bien qu'il y a des points de rencontre. Madame de Marco et Madame Morin de Sailly ont évoqué, vous êtes d'ailleurs plusieurs à le faire, le rapport de la Cour des comptes sur le pass culture. Moi, j'attire quand même votre attention, mesdames et messieurs les sénateurs. Vous avez une mission absolument fondamentale de contrôle de l'exécutif. Le rapport de la Cour des comptes dit quand même une chose très précise, c'est que la SAS pass culture doit disparaître vite. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien sur ce sujet. Je compte beaucoup sur vous. Enfin, et je termine là-dessus, le gel de la part collective a suscité un émoi absolument considérable en janvier dernier. Vous l'avez bien ressenti tous et toutes en tant qu'élus locaux, évidemment parce qu'il y a des projets qui sont tout d'un coup stoppés.
Mais c'est aussi une façon de vous dire, et c'est pas complètement anecdotique dans la période que nous traversons, où il y a vraiment une très grosse difficulté en matière d'activité artistique d'une façon générale, que c'est aussi un vecteur d'emploi et que ça n'est pas négligeable d'y être particulièrement attentif. On a un vrai problème d'emploi aujourd'hui dans le secteur artistique et culturel. Et bien évidemment, l'éducation artistique et culturelle est aussi un élément de l'emploi. Je vous remercie infiniment. Monsieur le délégué, un dernier mot peut-être ? Un dernier mot sur la question de la culture scientifique, technique et industrielle, qui est évidemment au sein de l'éducation nationale, l'EAC couvre bien ce domaine, puisque les 8 domaines couverts par l'éducation artistique et culturelle côté éducation nationale sont les arts visuels, le patrimoine, la culture scientifique, technique, industrielle, la mémoire, le livre, la lecture, le cinéma, l'audiovisuel, l'éducation média, la musique, le spectacle vivant, danse, théâtre, cirque. Voilà les 8 domaines qui existent en tant que tels et sur lesquels je pense qu'il faut pouvoir imaginer qu'on puisse faire vivre une expérience à tous nos élèves. Enfin, vous dire aussi que pour suivre les choses dans le premier degré, en 2025-2026, il est prévu d'avoir un lien, une connexion directe entre Adage et le livret scolaire unique qui permettra de voir effectivement comment ce parcours se construit et permet de se dire est-ce que j'ai pu bénéficier de toutes les expériences. Encore une fois, moi je vous remercie toutes et tous pour ces questions parce que je crois profondément et je compte sur vous et moi je suis à votre disposition en tant que délégué interministériel pour voir tout ce que sont les points d'amélioration possibles. C'est votre témoignage, c'est le témoignage de vos territoires qui vont nous permettre d'améliorer les choses. Ça fait partie de la feuille de route que les ministres m'ont donnée à travers aussi la réunion des acteurs de l'éducation artistique et culturelle. Je pense que vous en faites partie par définition. Vos problématiques de territoire ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre, mais en revanche, je vois que vous êtes toutes et tous absolument convaincus sur la nécessité d'aborder ce sujet. Et encore une fois, je pense que le lien majeur pour nous toutes et nous tous, c'est de se dire au fond qu'en France, on a une chance inouïe avec cette éducation artistique et culturelle. Je pense que c'est l'une des politiques majeures pour construire la citoyenneté d'aujourd'hui et de demain. J'insiste sur le mot citoyenneté. Jean Zay employait ce mot aussi. Ça reste le nôtre. Si nous ne sommes pas responsables des transmissions, d'autres le feront à notre place, de ces transmissions culturelles. Ne l'oubliez jamais. Et puis surtout, comprenons-nous, dès la plus tendre enfance, moi aussi je vais faire une petite anecdote que j'aime beaucoup parce que c'est dans le petit détail. J'ai un petit côté Colombo, vous savez, le petit détail. Il y a quelques mois, je visitais un petit collège où il y a une petite fille qui était en train de travailler, qui avait des difficultés scolaires. Et la prof me dit, vous inquiétez pas, elle est bonne en art, comme si ça allait me consoler. Mais je discute avec elle et je vois qu'elle est en train d'essayer de résoudre un problème mathématique. Et je discute avec elle, elle me fait, mais non, mais c'est pas... Comprenez, monsieur le recteur, elle me tutoie, hein, je suis une petite de 6e, elle me dit, tu comprends, c'est un peu bizarre quand même le problème qu'on me pose. Je dis, c'est quoi ton problème? Elle me dit, voilà, le problème, il dit, tu vas dans un magasin de fruits de mer, on est en Bretagne, hein, et pour 8 bourriches d'huîtres, tu vas avoir une tablette de chocolat. Combien tu as de tablettes de chocolat quand on a 48? Mais elle me dit, quand même, dans la vraie vie, je connais pas de magasin où on vous donne des tablettes de chocolat en même temps que des huîtres. C'est bizarre. Et je vois le cerveau de la gamine qui fonctionne ainsi. Puis elle me dit aussi, je veux te remercier d'un truc. Et vous voyez que les choses, elles sont simples aussi. Vous savez, en Bretagne, on a institué le quart d'heure de lecture silencieux qui fait lire tout le monde. Et elle me dit, regarde le livre que je lis pour mon quart d'heure de lecture. Elle me sort son sac et je recommence à lire. On était au mois de mars et je me dis, mais pourquoi tu recommences à lire? Tout simplement parce qu'il commence à faire jour et que le bus, tout le reste de l'année, là, on sort de l'hiver, il n'y a pas de lumière. Vous vous rendez compte quelquefois à quoi tient aussi des petites choses. Quand on a 1 heure de transport, une demi-heure par jour, je recommence à lire. Et bien, je vous assure que j'ai saisi dans la logique de cela immédiatement les compagnies de bus pour pouvoir dire peut-être qu'on peut mettre un petit peu de lumière juste pour pouvoir lire. Et vous voyez, ça aussi, c'est des effets de territoire et des effets qui nous concernent tous et toutes. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette table ronde et vous avez vu la sensibilité de notre commission sur ces sujets. Nous ne manquerons pas d'avoir de nouveau des échanges avec vous, notamment lors du projet de loi de finances. Merci beaucoup.